The British High Commissioner, Jean Loès, premier conseiller de l'ambassade de France, le responsable de l'antenne région France-Réunion, membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales, des partenaires locaux et membres du Conseil de Business Mauritius, M. Gaël Giraud, chers amis, au nom de Business Mauritius, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième partie de notre Assemblée générale. Nous sommes honorés et heureux de vous voir aussi nombreux pour ce moment de partage avec un professionnel juste après la partie officielle de notre Assemblée générale. Cela inaugure une nouvelle formule qui servira à l'échange d'expériences et d'idées et qui s'inscrit dans une logique de développement durable et inclusif. Nous avons le grand plaisir d'accueillir notre invité spécial, M. Gaël Giraud. M. Giraud a un CV impressionnant. Économiste français, il est directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Environmental Justice Program de l'Université de Georgetown, enseignant à l'école polytechnique, professeur à l'école des ponts Paris Tech, fellow associé à l'Institut des études avancées de Nantes, président de l'Institut Rousseau, jésuite, spécialiste des interactions entre économie et écologie. Il occupait les fonctions de chef économiste de l'AFD jusqu'en juillet 2019. Fort de ce riche parcours, M. Giraud nous parlera de sa vision de la gestion en commun. Cette gestion en commun est en ligne directe avec la stratégie que nous souhaitons pour la communauté des affaires locales, cette collaboration rapprochée étant essentielle pour l'île Maurice. Nous avons cru nécessaire, encore plus, dans un contexte de crise, de continuer à regarder vers l'avant. Ce moment s'inscrit aussi dans notre posture d'agent de dialogue qui fait partie de l'ADN de Business Mauritius. Nous sommes prêts, M. Giraud, à accepter des prises de position challenging et à ouvrir les débats. Finalement, notre souhait est que ce dialogue aboutisse à des logiques de partenariat. Le but de cet échange, c'est aussi de vous donner la parole, à vous, ici. D'abord, les trois présidents de commission de Business Mauritius se feront les porte-parole des membres avec des questions plus particulièrement liées aux thématiques des commissions. Ensuite, en fonction du temps qu'il restera, nous passerons le micro dans la salle. Nous nous excusons d'avance si les contraintes de temps nous obligent à limiter le nombre de questions. Une institution vivante doit savoir sortir de sa zone de confort intellectuel en se confrontant à des opinions alternatives. C'est ce que nous avons toujours assumé. Et encore aujourd'hui, nous apprendrons beaucoup, j'en suis certain, lors de ces échanges. Monsieur Giraud, bienvenue encore une fois et la parole est à vous. Merci beaucoup, merci pour cette invitation qui m'honore beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Ça se passe bien? C'est bon? On vous entend, Monsieur Giraud. Parfait, merci. Alors, ce que je vous propose, c'est donc ce que vous m'avez proposé, c'est de commencer par une petite introduction d'un quart d'heure où je vais partager avec vous quelques réflexions autour de la question de la gestion en commun ou de la gestion des communs. Et puis ensuite, on pourra passer à une discussion entre nous, des questions-réponses. Je voulais commencer par simplement attirer votre attention sur les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique que vous connaissez certainement aussi bien que moi, mais il se trouve que ma petite expérience, c'est quand on les partage et qu'on partage un diagnostic sur ces conséquences catastrophiques, la qualité de la discussion qui s'ensuit est bien meilleure. Alors, je voudrais revenir sur un travail qui a été publié dans la revue Nature il y a quelques années, il y a 2 ans et demi maintenant, qui s'est concentré sur la question de la combinaison entre des températures très élevées et des taux d'humidité très élevés dans l'atmosphère. Je pense que vous avez tous fait l'expérience que c'est beaucoup plus facile, paradoxalement, de courir dans la savane ou la steppe du Sahara, même s'il fait 42 à l'ombre, que de courir dans la jungle du Vietnam, bien qu'il ne fasse que 35 degrés au Vietnam. La grande différence, c'est l'humidité dans l'atmosphère. Et le corps humain ne supporte pas des combinaisons d'humidité très élevées avec des températures finalement relativement clémentes, du type 35 degrés, 38, 39. C'est la raison pour laquelle, dès que vous avez maintenant des épisodes d'hyperthermie, par exemple en Inde, vous voyez immédiatement le nombre de morts, par exemple à Delhi, qui explose, tout simplement parce qu'un corps humain exposé à ce type de combinaison de chaleur et d'humidité ne résiste pas très longtemps, à moins de pouvoir bénéficier de l'air conditionné.
Donc, ce que je disais, c'est ce que vous voyez en Inde, par exemple, hein, le nombre de morts qui explose dans une ville comme Delhi dès que vous avez un épisode d'hyperthermie, c'est lié à la combinaison humidité-chaleur. Donc, ce qu'on fait, c'est les climatologues dont je voulais vous montrer les graphes, mais peu importe, je vous les transmettrai, vous les aurez, c'est de faire des simulations le long de ce qu'on appelle le RCP 8.5, qui est le scénario le plus pessimiste du GIEC, mais qui est malheureusement le scénario sur lequel nous continuons d'avancer tranquillement, puisque ça ne nous a pas échappé, au niveau mondial, la planète fait très peu pour diminuer ses émissions de CO2. Ce scénario RCP 8.5 nous emmène à plus 4 ou plus 5 degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle, sachant, et vous le savez sûrement, que pour rester en dessous des plus 2 degrés, comme nous nous y sommes engagés à l'accord de Paris en décembre 2015, c'est trop tard. Il n'y a plus aucune simulation raisonnable qui nous donne la moindre chance de rester en dessous des plus 2 degrés. Si donc nous continuons de ne rien faire, les conséquences de ceci, c'est que donc il y a une carte que je vous enverrai qui montre le nombre de jours par an où un corps humain serait exposé à des combinaisons létales de température et d'humidité dans l'atmosphère. Et là où ça vous intéresse très directement, c'est que, alors la carte n'est pas assez précise pour qu'on puisse voir ce qui se passe sur l'île Maurice, mais par exemple, on voit très bien ce qui se passe sur Madagascar. Et sur Madagascar, vous avez un tiers de l'île qui connaîtra quasiment tous les jours des épisodes d'hyperthermie et d'humidité dans l'atmosphère qui sont mortels pour le corps humain. Et puis, un jour sur 3, des épisodes sur le reste, donc des épisodes mortels sur le reste de l'île. Alors, il faudrait regarder plus attentivement ce qu'il en est de Maurice. Donc, pour l'instant, je n'ai pas cette information, mais ça veut dire que, de mon point de vue, en plus de la question extrêmement importante de la montée du niveau de la mer, de l'érosion de la biodiversité, etc., la question de la combinaison d'épisodes de température très élevée et d'humidité très élevée dans l'atmosphère peut constituer un péril de sécurité nationale pour l'île Maurice dans les années qui viennent. Lorsque la Banque mondiale estime que le nombre de réfugiés climatiques devrait atteindre 2,5 milliards dans la deuxième moitié de ce siècle, à mon avis, quand on regarde ce type de travaux, ça n'est pas un nombre exagéré, puisque la totalité du bassin amazonien devrait devenir invivable, une très grande partie de l'Amérique centrale, la totalité du bassin du Congo, une grande partie du littoral du golfe de Guinée, le littoral indien, tout le littoral indien, et toute l'Asie du Sud-Est. Et donc vous voyez que ça fait beaucoup de monde qui vont devoir chercher d'autres lieux refuges pour continuer à survivre, sachant que l'air conditionné, comme je le disais il y a un instant, n'est pas la solution. D'abord parce que ça émet du CO2, or il faut que nous réduisions nos émissions, et ensuite parce que si on tire trop sur l'air conditionné, ça peut provoquer des blackouts électriques, y compris dans un pays comme les États-Unis. Vous avez peut-être vu passer un rapport du secrétariat à la défense américain qui vient de sortir un rapport qui montre que les États-Unis pourraient être sujets à des blackouts électriques dans la décennie 2020, c'est dans les années qui viennent, à cause du surcoût électrique lié au recours massif à l'air conditionné par les Américains, qui vont eux aussi être soumis à des stress de température et d'humidité assez importants. Beaucoup moins important que l'île Maurice, mais quand même. Par exemple, sur la côte sud-est des États-Unis, à la fin du siècle, le long du RCP 8.5, on a un jour sur 3 où les Américains vont être exposés à des conditions létales de température et d'humidité. Un jour sur 3. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur même du territoire américain, il va y avoir très certainement des migrations massives. Alors, une fois qu'on a compris ceci, à mon avis, ça pose la question de quels sont les grands indicateurs macroéconomiques qu'on pourrait vouloir utiliser pour orienter, guider une politique publique intelligente et des stratégies de business intelligents dans un pays comme l'île Maurice. Alors, ce que nous avons développé, nous, à l'Agence française de développement, à l'époque où j'y étais le chef économiste, c'est, disons, une combinaison d'indicateurs du type HDI, en anglais, Human Development Index, je vais rappeler rapidement ce que c'est, avec l'empreinte écologique. L'indice humain du développement, c'est une combinaison, comme vous le savez, du revenu par tête, du niveau d'éducation, essentiellement d'éducation primaire, et de l'espérance de vie en bonne santé à la naissance. Il faudrait lui ajouter un quatrième pilier qui a été construit récemment par les Nations Unies, qui est une mesure des inégalités. Et avec ces 4 piliers, à mon avis, on a un bon substitut pour commencer, c'est très très simple évidemment, au seul PIB qui continue d'orienter malheureusement de manière trop unilatérale, à mon avis, les politiques publiques, y compris en France. Si vous suivez un tout petit peu les débats parlementaires français, vous voyez que le projet de loi de finances en France continue d'être discuté quasi exclusivement à l'aune de l'impact du projet de loi qu'on discute sur le PIB français. Si vous mettez en regard de l'indice du développement humain, l'empreinte écologique, qui est une mesure de la pression anthropique sur les écosystèmes naturels, alors on obtient quelque chose de très intéressant, et je vous transmettrai le graphe.
L'empreinte écologique, dont vous savez, c'est une mesure en surface qui vous dit, eh bien, si vous voulez continuer de mener le style de vie que vous menez, voilà le nombre de planètes qu'il vous faut, sans excéder la capacité de charge de la planète. Et vous voyez bien que comme nous n'avons qu'une seule planète à notre disposition, si notre empreinte écologique est supérieure à une planète, ça veut dire que notre mode de vie n'est pas soutenable et que nous sommes en train de détruire les écosystèmes qui nous fournissent les services écologiques dont nous avons besoin. Alors, si vous vous dites, au fond, est-ce qu'il existe un pays sur la planète dont l'empreinte écologique soit inférieure à 1, de manière que ce soit soutenable, et dont l'indice de développement humain soit supérieur, par exemple, à celui de la Russie, qui vaut 0,8. Alors vous cherchez un pays donc, dont l'empreinte écologique soit inférieure à 1 et dont le HDI, l'indice de développement humain, soit supérieur à 0,8. Aujourd'hui, un tel pays n'existe pas. Ce qui veut dire que personne aujourd'hui n'a la solution d'un style de vie, y compris au niveau collectif, au niveau politique, qui soit compatible avec les contraintes écologiques et les contraintes, disons, de qualité de vie humaine dans la société que certainement nous partageons tous. Alors, les pays, disons, par exemple, les plus pauvres d'Afrique subsaharienne sont tous du côté d'une empreinte écologique largement inférieure à 1, donc ça c'est très bien, mais d'un indice de développement humain qui est aussi largement inférieur à 0,8. Donc ces pays-là ont, disons, un programme de développement qui est relativement simple, en apparence en tout cas, augmenter l'indice de développement humain sans augmenter l'empreinte écologique. Beaucoup de pays du Nord, y compris la France bien entendu, ont eux un indice de développement humain qui est très supérieur à 0,8, mais une empreinte écologique qui est aussi très supérieure à 1. Donc pour ces pays-là, qui ne sont pas du tout les modèles, le challenge est exactement symétrique. Il faut diminuer l'empreinte écologique sans diminuer l'indice de développement humain. Et puis, à mon avis, ce que nous n'avons pas fait à l'Agence française de développement, il faudrait ajouter une troisième dimension à cette caractérisation en 2 dimensions, indice de développement humain, empreinte écologique. Il faudrait à ceci en ajouter une troisième. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, il y avait un pays qui était exactement sur la frontière du carré magique que je décris, qui est actuellement vide, celui où vous avez une empreinte écologique inférieure à 1 et un indice de développement humain supérieur à 0,8. Et ce pays, c'était Cuba. Alors depuis lors, Cuba est sorti du carré magique, depuis que Cuba a ouvert ses frontières avec les États-Unis, donc l'empreinte écologique de Cuba, malheureusement, est repassée au-dessus de 1. Mais vous voyez bien que c'est assez difficile de nous convaincre mutuellement que Cuba puisse servir de modèle de société à l'avenir pour la planète entière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un pays où, disons, les droits de l'homme et la démocratie sont particulièrement bien respectés. Et donc, à mon avis, il y a une troisième dimension qui rend le défi qui est devant nous encore plus intéressant et complexe, qui est pour tout le monde d'arriver à converger vers le carré magique, une empreinte écologique inférieure à 1, un indice de développement supérieur à 0,8, et dans le même temps, ne pas sacrifier les droits de l'homme et la démocratie, qui, et peut-être c'est un détail qui ne vous a pas échappé, ont complètement disparu du vocabulaire des objectifs du développement durable. Donc vous savez que les Nations Unies, en septembre 2015, à New York, se sont donné à elles-mêmes un nouvel agenda jusqu'en 2035, qu'on appelle les ODD, les objectifs du développement durable, il y en a 17. Vous avez tout là-dedans, la préservation de la biodiversité, l'octroi d'une énergie bon marché et de qualité à tout le monde, l'éducation pour tous, etc., etc. Mais vous n'avez pas le mot droit de l'homme et le mot démocratie n'y figurent pas. Pour une raison simple, c'est que la Chine s'y est opposée. Et donc, à mon avis, ceci est un signal faible du fait qu'il y a un risque très très fort dans la communauté internationale qu'on finisse par se dire, écoutez, cette troisième dimension des droits de l'homme et de la démocratie, on va passer ça par-dessus bord parce que on n'arrivera pas à tenir toutes ces contraintes en même temps. Convergeons vers le carré magique, mais renonçons à la démocratie. En tout cas, je peux témoigner que c'est, disons, une petite musique qui habite de plus en plus les salons parisiens mondains et qui, à mon avis, est extrêmement préoccupante. Dernier élément avant de vous dire 2 mots sur la question des communs, parce que là je suis en train de vous dresser le tableau qui est un peu apocalyptique, mais je pense que c'est important qu'on ait conscience de la gravité de la situation, surtout que l'île Maurice ne sera certainement pas épargnée. Dernier élément d'information, à l'Agence française de développement, nous avons développé un modèle macroéconomique qui tient compte de la boucle de rétroaction climatique sur la trajectoire du PIB, de l'inflation, de l'emploi au niveau mondial. Donc là aussi, je pourrais vous envoyer ces papiers de recherche qui sont publiés, qui montrent ceci. Si nous continuons le long du business as usual, par exemple, si nous ne mettons aucune taxe carbone au niveau mondial, si nous ne boostons pas les subventions publiques, par exemple, à un certain nombre d'investissements dans les infrastructures vertes pour tout le monde, etc., etc., la trajectoire du business as usual nous emmène
d'après ce type de simulation, vers un plateau du PIB mondial autour de 2075 et ensuite une décroissance subie. Non pas une décroissance voulue, mais une décroissance subie. Et donc ça veut dire quelque chose qui ressemble beaucoup à un effondrement au niveau mondial, du PIB mondial, en tenant compte notamment du PIB de la Chine. Alors, évidemment, on peut discuter de ce type de modélisation, mais je pense que c'est suffisamment provoquant pour que, du coup, à mon avis, on soit tous interpellés et qu'on puisse se dire tous collectivement, que fait-on pour éviter ceci ? Du côté des solutions, à mon avis, il y a, disons, c'est là que je voudrais faire intervenir les communs, une idée, à mon avis, très forte, qui a été mise en avant par une femme qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2009 et qui travaillait à Chicago, qui malheureusement est décédée d'un cancer en 2012, qui était une grande dame, à mon avis, de la profession. Elinor Ostrom a dit essentiellement ceci. Alors évidemment, je caricature, les spécialistes d'Elinor Ostrom me pardonneront. Elinor a dit essentiellement ceci, écoutez, vous, les économistes conventionnels, vous avez l'habitude de traiter le monde en noir et blanc, avec simplement deux catégories de biens. Les biens privés d'un côté, les biens publics de l'autre. Les biens privés relèvent de la sphère marchande, les biens publics relèvent de la bureaucratie d'État. En réalité, le monde est très coloré et il existe toute une série de biens et de services qui ne sont ni purement privés, ni purement publics. Pensez par exemple à une autoroute. Vous pouvez vous dire, est-ce qu'une autoroute est un bien purement privé, un bien purement public ? Alors, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. Qu'est-ce qu'on entend en général, nous autres, les économistes, par un bien privé ou un bien public ? Un bien privé est considéré, alors je pourrais entrer dans le détail historique, mais en gros, c'est Paul-André Samuelson, un grand économiste de l'après-guerre, qui a formalisé ça pour la première fois. Un bien privé, c'est un bien pour lequel la consommation est rivale. Autrement dit, si je mange 7 parts de pizza, vous ne pouvez pas, Rudolf Reddy ne peut pas manger 7 parts de pizza, c'est lui ou moi, la consommation est rivale. Et pour pouvoir consommer 7 parts de pizza, il se peut que je doive payer une taxe ou un prix de marché. Donc l'accès à la ressource peut être contrôlé. Ça, c'est un bien privé. Alors par contraste, un bien public, c'est un bien dans lequel ni l'accès ne peut être contrôlé, ni la consommation n'est rivale. Alors exemple, si il se met à faire très beau et que je vais bronzer au soleil, ça n'empêchera pas Rudolf Reddy de bronzer au soleil, et d'une. Et deux, vous ne pouvez pas mettre, en tout cas c'est très difficile, de mettre un policier toutes les 15 mètres sur la totalité de la planète pour obliger tous ceux qui vont bronzer au soleil à payer une taxe. Donc vous voyez que ça c'est un bien public, au sens où la consommation n'est pas rivale et l'accès peut difficilement être contrôlé. Alors, vous voyez que la remarque de Elinor Ostrom, c'est de dire mais il existe des tas de catégories de biens qui ne sont ni publics ni privés. Et en particulier, ce qu'a fait Elinor, c'est identifier deux autres catégories de biens qui, à mon avis, sont très intéressantes. Ce qu'elle a appelé les biens à effet club. Les biens à effet club, c'est essentiellement ceci. Si vous voyez, c'est mon téléphone portable qui est là. C'est-à-dire c'est les biens pour lesquels l'accès peut être régulé. Pour avoir accès à ce téléphone, il faut que je l'achète quand même. Mais la consommation n'est pas rivale. Pourquoi ? Parce que si je suis seul au monde à avoir un téléphone, c'est absolument inutile. Je ne peux appeler personne. Personne ne peut m'appeler. En revanche, si nous sommes 7 milliards à avoir accès au téléphone, j'ai 7 milliards de partenaires possibles pour utiliser le service que me rend ce téléphone. Et donc, vous voyez que la consommation n'est pas rivale. Donc, l'accès peut être régulé, consommation non rivale. Ça, c'est les biens club, les biens à effet club. Et puis, le symétrique inverse de ceci, c'est les biens communs, où l'accès ne peut pas être régulé, ou en tout cas très difficilement, et où, en revanche, la consommation est rivale. Alors, un exemple, à mon avis, paradigmatique, sur lequel j'ai pas mal travaillé quand j'étais à l'AFD, c'est des projets de pisciculture en Guinée-Conakry. Les paysans des forêts profondes du côté de Nzélé-Kolé, qui était le foyer de l'épidémie Ebola en 2014-2015. Les paysans qui vivent dans ces forêts sont trop loin des côtes pour pouvoir aller pêcher. Et par ailleurs, comme ils vivent en forêt, ils ne peuvent pas faire d'élevage de bétail. Donc, ils ont un manque d'apport en protéines animales régulier, chronique, ce qui fait qu'il y a de la malnutrition dans ce très très beau pays qu'est la Guinée-Conakry. Du coup, ce qu'ils développent, et l'AFD les a beaucoup soutenus dans cette direction, c'est la pisciculture. Simplement, vous voyez bien que si en fait la nourriture de la population dépend d'étangs, en fait, ces étangs fonctionnent comme des communs. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très difficilement mettre un policier derrière chaque arbre pour vérifier que personne ne vient braconner la nuit. Donc, ça veut dire que l'accès peut difficilement être contrôlé. Et en revanche, si quelqu'un vient braconner et brise toutes les chaînes trophiques de reproduction des poissons, par exemple, vous pêchez d'un coup tous les poissons reproducteurs, l'année prochaine, il n'y aura plus de poissons. Et donc, la consommation est rivale. Donc, vous voyez, ça, c'est un commun. Autrement dit, c'est un bien fragile parce que la consommation est rivale et l'accès ne peut pas être régulé. Tout le monde, potentiellement, peut y avoir accès pourvu qu'il y mette les moyens, que vous acceptiez de vous lever la nuit pour aller braconner la nuit. Vous voyez ?
Alors, on pourrait multiplier les exemples. Et alors, du coup, moi, à mon avis, la grande leçon d'Elinor Ostrom, c'est de dire, lisons le monde, non plus en noir et blanc, privé-public, mais au moins avec 4 couleurs, privé, public, commun, bien club. Et avec ces 4 catégories, vous avez une richesse d'analyse qui est bien plus intéressante, à mon avis, d'une économie donnée, comme celle de l'île Maurice, ou comme celle de la France, ou de beaucoup d'autres pays. La première remarque que je ferai par rapport à ceci, et je vais m'arrêter dans 2 minutes, c'est que beaucoup d'économistes, donc beaucoup de mes collègues ont une vision un peu, on pourrait dire, essentialiste de ces 4 catégories, c'est-à-dire qu'ils essayent de penser le monde comme si un bien était intrinsèquement privé ou public, ou un bien effet club, ou un bien commun. Or, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est qu'en réalité, il y a une décision politique. C'est la communauté politique qui décide si tel bien va être un bien public ou un bien privé ou un commun ou un bien effet club. Je vous donne un exemple qui est l'éducation. L'éducation en Europe de l'Ouest a été très longtemps un bien strictement privé. C'était uniquement la très haute noblesse qui avait les moyens de payer un précepteur qui éduquait les enfants du roi, essentiellement. Petit à petit, elle est devenue un bien club, donc c'était l'aristocratie qui faisait éduquer ses enfants. Puis, à partir du XVIIIe siècle, l'État s'est dit, mais en fait, c'est moi qui suis en charge de l'éducation des enfants, de la prochaine génération. Et donc, l'État a essayé de transformer l'éducation en un bien public. Et aujourd'hui, on pourrait relire les débats qu'on a en Europe de l'Ouest autour de l'éducation comme au fond un discernement collectif dans lequel nous sommes engagés, consistant à savoir si nous voulons faire de l'éducation un bien public, et c'est ce qu'on fait de moins en moins, vu la fonte des budgets pour l'éducation publique, par exemple en France, ou bien un bien privé, ou bien un bien club, ou encore, et vous savez qu'il y a une révolution pédagogique qui est en cours aujourd'hui, qui nous vient notamment de la Scandinavie, un bien commun. Vous voyez. Donc ça, c'est un exemple. Et on pourrait multiplier les exemples, l'autoroute donc, que je mentionnais tout à l'heure, ou bien une piscine. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est intrinsèquement un bien privé ? Est-ce que c'est un bien public ? Et vous voyez que en fait, la réponse est ni l'un ni l'autre. Ça dépend de la manière dont la communauté qui en prendra soin décide de gérer cette ressource. Et donc, du coup, à mon avis... Allô ? Oui, vous me suivez ? C'est bon. Du coup, à mon avis, ça pose une extraordinaire question de politique publique qui est quels sont les biens dont nous voulons prendre soin collectivement, à la fois au niveau d'un État, au niveau du secteur privé, au niveau de la société civile, et dont nous voulons qu'ils soient traités comme des biens privés, comme des biens publics, dans ce cas-là on en confie la gestion à l'État, ou comme des biens communs, et dans ce cas-là on en confie la gestion, par exemple, à des communautés locales qui vont en prendre soin. Notre expérience à l'Agence française de développement, c'est qu'il y a toute une série de ressources pour lesquelles, si vous en faites des biens communs, ça marche beaucoup mieux que si vous essayez soit de les privatiser, soit de les confier à la gestion publique. Je vous donne un exemple, c'est la gestion de l'eau potable dans les bidonvilles d'un certain nombre de grandes métropoles. Vous savez que La Paz, en Bolivie, a connu ce qu'on appelle le Day Zero, donc le jour où il n'y a plus d'eau au robinet pendant l'été 2016. Et pendant cet été-là, en fait, les bourgeois du centre-ville de La Paz n'avaient plus accès à l'eau. Et vous savez comme moi qu'on peut vivre quelques jours sans électricité, même si c'est pénible, mais aucun d'entre nous ne peut survivre sans eau. Pendant ce temps-là, les pauvres des bidonvilles de La Paz continuaient d'avoir accès à l'eau parce qu'ils s'étaient organisés communautairement de manière que la collectivité locale, en particulier les femmes, puissent gérer la pompe à eau et l'accès à l'eau. Donc ils n'ont pas eu besoin qu'on fasse venir des citernes d'eau potable qui vendaient l'eau évidemment à un prix exorbitant pour les plus pauvres, puisqu'ils ont continué à avoir de l'eau au robinet, pendant qu'en centre-ville à La Paz, c'était une situation extrêmement difficile. Donc ça, c'est un exemple qui nous a beaucoup frappé à l'Agence française de développement, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres. Pour ne pas être trop long, je vais juste mentionner 2 grands défis à mon avis. Le premier, c'est celui de la place de l'État dans une société dans laquelle on se dirait il y a un certain nombre de ressources communes dont nous pourrions décider collectivement de les faire gérer par des communautés locales. À mon avis, l'État a un rôle central à jouer qui est de garantir les conditions de possibilité juridique de la constitution de ces communs, puisque vous voyez que si vous voulez par exemple que telle communauté gère l'eau comme un commun, il faut que l'État l'y autorise d'une certaine manière. Si vous voulez par exemple, comme c'est le cas en Inde, qu'un certain nombre de collectivités dans les villages gèrent une banque de semences comme un commun collectif, là aussi, il faut certainement que l'État protège cette décision de manière qu'elle ne soit pas immédiatement reprivatisée, etc., etc. Et puis, le deuxième grand défi, à mon avis, c'est celui de l'échelle à laquelle on raisonne. Très souvent, les gens qui travaillent sur les communs ont une vision un petit peu, comment il faut dire, localiste et romantique des communs, c'est-à-dire c'est uniquement les communautés locales qui s'occupent d'un étang, d'une forêt, d'un écosystème local. Or, à mon avis, il y a un certain nombre de questions qui nous concernent au niveau global, au niveau mondial.
La santé en est certainement une. On en fait l'expérience aujourd'hui avec le Covid. Et au passage, d'ailleurs, je suis très impressionné par le fait que l'île Maurice ait réussi jusqu'à présent, avec beaucoup de succès, à repousser le virus, ce qui n'est pas du tout le cas de la France, par exemple. Mais donc, sur la question de la santé, nous savons tous aujourd'hui que la santé d'une riche famille chinoise à Wuhan concerne la santé de la totalité de l'humanité. Ce qui veut dire, premièrement, que nous ne pouvons pas privatiser la santé. Si nous privatisons la santé, ça veut dire que nous reléguons dans la responsabilité de chacun d'entre nous le fait d'être infecté ou non par le virus qui nous est transmis éventuellement par les bêtises que fait une famille riche chinoise à Wuhan qui n'est pas capable de cuire correctement son pangolin. Puisque vous savez que c'est par là très certainement que le virus nous a été transmis. Or, si par exemple nous décidons de privatiser la santé, ça veut dire qu'on met un coût d'entrée à la santé, aux soins sanitaires. C'est ça la définition d'un bien privé, hein. L'accès est régulé par un prix, et ce prix sera toujours trop élevé pour les plus pauvres d'entre nous. Vous le savez bien, nous le savons tous. Ça veut dire que les plus pauvres n'auront pas accès, par exemple, au vaccin. S'ils n'ont pas accès au vaccin, ils seront contaminés. S'ils sont contaminés, ils nous transmettront le virus quoi qu'il arrive. Et Boris Johnson, en Angleterre, retournera aux urgences et en service de réanimation pour, in extremis, échapper à la mort. Vous voyez ? Donc ça veut dire, de mon point de vue, que la mauvaise interprétation de ce qui se passe avec la pandémie, ce serait de croire que la santé est un bien privé. Évidemment, on ne peut pas la traiter comme un bien public, pour deux raisons. La première, c'est que le multilatéralisme onusien, avec notamment l'Organisation mondiale de la santé, a montré ses limites. Très peu de pays ont écouté ce que racontait l'OMS, malheureusement. Et heureusement, par ailleurs, il n'y a pas d'État mondial, en tout cas pas d'État chinois pour l'instant, pour dicter à tout le monde, dans tous nos pays souverains, ce que nous avons à faire en matière de santé. Qu'est-ce qui nous reste ? À mon avis, il nous reste à traiter et à comprendre que la santé est un commun et qu'elle doit être traitée au niveau international comme un commun. Et j'en ai presque fini. Est-ce que c'est possible ? La réponse est oui, à mon avis. Ça suppose de créer de nouvelles institutions au niveau international qui ne sont ni purement publiques, ni purement privées, ni tribales, disons, ou des institutions de bien club, mais qui sont des institutions capables de gérer la santé comme un commun. Or, ceci existe déjà. Je vais m'arrêter avec cet exemple-là. Ça s'appelle DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative. C'est une initiative qui a été prise par des médecins français qui venaient de Médecins du Monde et de Médecins sans frontières il y a une quinzaine d'années. C'est un réseau dont le siège aujourd'hui est à Genève et qui a mis autour de la table le secteur privé pharmaceutique. Et vous savez que Big Pharma sait défendre ses intérêts. Les États, un certain nombre d'États qui ont accepté de jouer le jeu et des ONG représentantes de la société civile. Quel est l'objectif de DNDi ? C'est de produire du médicament et des thérapies pour soigner des maladies négligées par le secteur privé classique, parce qu'il n'y a pas de demande solvable en face, en particulier dans les pays dits des Suds. Alors, un exemple, c'est l'hépatite C en Égypte. Vous savez peut-être que l'hépatite C en Égypte fait des ravages. Or, la thérapie contre l'hépatite C en Europe, c'est quelque chose comme 3 ou 4 000 €. Donc, la plupart des Égyptiens sont incapables de se payer une telle thérapie. Et DNDi, grâce à la collaboration hybride entre le secteur privé, les États et la société civile, offre aujourd'hui un accès à des thérapies contre l'hépatite C en Égypte pour 400 $. Alors, c'est pas gratuit, vous voyez, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on peut faire avec le secteur privé. Et pourquoi est-ce que Big Pharma a accepté de rentrer dans ce dialogue ? Parce qu'ils savent très bien que de toutes les manières, ils n'ont pas de demande solvable pour absorber des thérapies qui sont vendues au prix cher dans les pays occidentaux. Donc il faut trouver, y compris dans l'intérêt bien compris du secteur privé pharmaceutique, des stratégies alternatives qui consistent à dialoguer avec les autres acteurs. Et donc à mon avis, ce que ça signifie, c'est que si on veut traiter un certain nombre de ressources mondiales comme des communs, et je pense à la santé, mais je pense évidemment aussi au climat, ou en partie à la biodiversité, il faut que nous arrivions ensemble à un nouveau type de dialogue, à mon avis, et une nouvelle créativité institutionnelle qui consiste à créer des institutions dans lesquelles on institutionnalise la discussion et le compromis entre le secteur privé, le secteur public, les États souverains et les ONG de la société civile. Et je crois que ça, c'est une perspective tout à fait nouvelle qui est capable de renouveler complètement le multilatéralisme onusien qui aujourd'hui bat de l'aile. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Je vous remercie, Monsieur Giraud. Avant de donner la parole pour la première question, je souhaite accueillir Monsieur De Geer, ambassadeur de l'Union européenne, qui s'est joint à nous. Donc, je donne la parole à Gilbert Yanni, président de la Commission économique de Business Mauritius. Gilbert est Chief Strategy Officer à la MCB.
À toi la parole. Merci. Et merci pour votre brillant exposé qui nous fait sortir de notre zone de confort. Je vais quand même peut-être commencer par une question traditionnelle à cause de la présence de notre membership. Comme vous savez, l'économie de Maurice est extrêmement ouverte. Le ratio de commerce des biens et services est supérieur par rapport au PIB est supérieur à 100%. Et quelle est votre analyse dans ce contexte économique mondial actuel? Et comme l'Union européenne est quand même notre partenaire principal, le partenaire économique, pourriez-nous vous faire un petit zoom sur le plan de relance de l'Union européenne? Oui, mais bien sûr, le plan de relance européenne, à mon avis, bon, au premier abord, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est la première fois tout de même que nous décidons, nous les Européens, de mettre en commun une partie de notre budget et de mettre en œuvre un tel plan de relance dans une situation absolument exceptionnelle qui est induite par le confinement généralisé d'une bonne partie des pays de l'Union. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, et je crois qu'elle est essentiellement due à, disons, des concessions relativement tactiques, mais quand même, qui ont été faites par l'Allemagne, par la chancelière Angela Merkel, parce qu'elle est très consciente, à mon avis, ça c'est moi qui l'interprète, hein, elle est très consciente, à mon avis, que la survie de la zone euro est en jeu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Italie, comme vous le savez sûrement, s'achemine maintenant vers un ratio d'aide publique sur PIB qui va avoisiner des 165%. Donc elle va entrer dans une zone qui est proche de celle où était la Grèce en 2010. Elle était à 180%. C'est pas clair du tout que les marchés financiers vont continuer de tolérer l'explosion de la dette publique italienne. Et si l'Italie n'arrive plus à se financer sur les marchés financiers, on entre dans une problématique qui est très proche de celle de la Grèce en 2010. À ceci près que Rome n'est pas Athènes et que, je pense, l'Italie n'acceptera jamais que la Troïka lui inflige le plan d'ajustement structurel que nous avons infligé à la Grèce. La grande différence, c'est que la Grèce, en 2010, c'est 3% du PIB de la zone euro. L'Italie, aujourd'hui, c'est plus de 10%. C'est la troisième économie de la zone euro. Par ailleurs, vous savez bien qu'en Italie, vous avez un certain nombre de populistes, parmi lesquels notamment Roberto Salvini, qui ne sont pas au gouvernement actuellement, mais qui sont à la porte d'entrée du gouvernement, qui n'attendent qu'une chose, c'est que un bras de fer avec l'Union européenne fasse tomber la coalition de Giuseppe Conte, et pour revenir au gouvernement, et très certainement proposer la sortie de la zone euro, si le bras de fer devait être trop violent. Donc, mon analyse, c'est que l'Allemagne a très bien compris ça, et c'est la raison pour laquelle Angela Merkel, heureusement, a fait la concession in extremis d'enfin, pour la première fois, organiser un plan de relance de cette nature avec, disons, un budget partagé. Mais je dois immédiatement nuancer mon enthousiasme parce que, premièrement, finalement, ce plan de relance a été acté uniquement au titre de l'article 122 du traité fondateur de l'Union européenne, qui fait qu'actuellement, juridiquement, il n'y a aucun moyen de pérenniser une initiative comme celle-ci. Donc je sais bien que beaucoup de commentateurs ont dit, voyez, c'est le premier pas vers un budget fédéral, mais c'est le premier pas possible vers un budget fédéral, mais il se peut très bien aussi que l'interprétation qu'on donne de la décision qui a été prise avec ce plan de relance, c'est de dire, oui, mais c'est un hapax, c'est lié à la situation absolument exceptionnelle qu'a induite le Covid, donc il est hors de question de pérenniser ce dispositif dans les années qui viennent. Première remarque. Deuxième remarque, vous savez que sur les 750 milliards qui étaient initialement prévus, il devait y en avoir 500 qui étaient de la subvention publique et il devait y en avoir 250 qui étaient du prêt. Et puis malheureusement, au cours des négociations, à l'issue de l'accord du 21 juillet dernier, les montants ont été complètement révisés. On est passé à 360 milliards d'euros de subventions et le reste en prêt. Or, ces prêts-là, premièrement, se pose la question de la ressource qui va permettre de les financer. Deuxièmement, la question de du désir d'un certain nombre de pays du Sud, puisque c'est designé, des désirs d'un certain nombre de pays du Sud de s'endetter auprès des pays du Nord. Et vous savez par exemple que l'Italie et l'Espagne ont signifié assez clairement qu'ils préféraient s'endetter sur les marchés financiers que de s'endetter auprès des pays du nord de l'Europe, en particulier des pays dits vertueux ou des faucons, comme vous voulez les appeler, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la Finlande. Et donc, c'est pas clair du tout que ces prêts vont être appelés. Ce qui veut dire qu'il est très possible que les 750 milliards se réduisent finalement à 390 milliards de subventions, ce qui est très très insuffisant, parce que vous divisez 390 milliards par 3, puisque c'est sur 3 ans, et par le nombre de pays récipiendaires, ça donne des sommes qui sont ridicules comparées à l'impact macroéconomique majeur que va avoir le confinement dans nos pays. Vous savez qu'en France, on évalue à au moins 10% de perte du PIB, donc on est déjà dans des zones, disons, d'effondrement de l'économie française bien supérieures aux 40 petits milliards que va récupérer la France. Qui plus est, comme je le disais il y a un instant,
du côté des prêts, la question se pose du remboursement de ces prêts. Alors, il n'y a que deux options. Soit l'Union européenne réussit à lever des nouvelles ressources fiscales, et ça, par exemple, ça veut dire une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, une taxe sur les GAFAM, une taxe sur les transactions financières, soit finalement ça reste du prêt que les États souverains membres de la zone euro vont devoir rembourser auprès de l'Union européenne. Mais dans ce cas-là, vous voyez qu'on a très peu avancé, puisque au lieu simplement de s'endetter auprès des marchés financiers, on s'endette auprès de l'Union européenne, mais à la fin, il faut rembourser. Donc, si vous avez regardé le plan en détail, il y a un tout petit peu de péréquation entre les pays des Sud, Italie, Espagne, Portugal, et les pays du Nord, mais finalement, ils vont très très peu y gagner. D'autant que les conditions de remboursement de ce prêt de l'Union européenne à ses membres sont beaucoup plus drastiques que les conditions de remboursement des marchés financiers. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'Italie et l'Espagne ont signifié dès le début qu'elles préféraient continuer de s'endetter sur les marchés qu'auprès de l'Union européenne. En particulier, j'ai regardé ça de près, il va être impossible aux pays membres de la zone euro de rouler leurs dettes vis-à-vis de l'Union européenne. Disons que le ficelage du prêt a été fait de telle sorte par la Commission européenne que nous allons être véritablement obligés de rembourser, alors que vous savez bien que depuis des années, une bonne partie de la dette publique des pays de la zone euro est simplement roulée grâce au mécanisme de rachat de la dette publique par la Banque centrale européenne. Et cette fois-ci, ce sera impossible. Donc peut-être que paradoxalement, d'une certaine manière, la partie prêt du plan de relance de l'Union européenne sera plus dure à rembourser pour les pays récipiendaires que si c'était agi d'une dette publique classique roulée grâce à la complicité de la Banque centrale européenne. Et donc vous voyez, c'est ce qui fait que je suis, disons, relativement mesuré dans mon enthousiasme vis-à-vis de ce plan. À la fois, disons, symboliquement, politiquement, c'est une très bonne nouvelle, mais quand vous regardez dans le détail, les concessions qui ont été accordées aux pays du Nord pour que ceci puisse avoir lieu sont telles que finalement, peut-être que ça pourrait même être une mauvaise nouvelle pour les pays du Sud. Merci. Donc, je donne la parole à Madhvi Ramdin, présidente de la commission Capital Social. Madhvi est Head of ACCM Mauritius. Tu as la parole. Merci Vidya. Merci également à vous, Gaël Giraud, pour votre exposé de tout à l'heure. Permettez-moi de partager, pour commencer brièvement, le contexte du capital social à l'île Maurice avant de vous poser mes questions. La relation de travail a toujours été un sujet sensible à Maurice. Un dialogue social franc et constructif nous a beaucoup aidé à surmonter nos différends et à adopter jusqu'ici une approche de conciliation. Les entreprises à Maurice ont toujours joué un rôle primordial dans notre développement économique et social. Au fil des années, nous avons constaté, avec la diversification de notre économie, l'émergence de nouveaux secteurs d'activité, incitant les entreprises à investir dans la formation et rehaussant de ce fait la qualité de l'emploi. La culture de formation et de l'apprentissage continuel est d'ailleurs aujourd'hui bien ancrée dans nos pratiques d'entreprise. Sur le plan social, nous avons accompli beaucoup de progrès, notamment au niveau de l'emploi avec des protections garanties, un salaire minimum et autres couvertures de protection sociale. Cependant, nous constatons depuis un certain temps que les problématiques du marché du travail se sont complexifiées. Nos lois du travail sont devenues plus protectrices, mais pas assez flexibles pour permettre aux entreprises de faire face aux situations de crise. Or, nous nous trouvons actuellement dans une situation d'urgence très particulière qui oblige les entreprises à se réinventer et les acteurs du marché du travail à revoir leur mode de fonctionnement. Dans un tel contexte, il est essentiel de mettre en place des mesures ou même des lois du travail qui, d'une part, protègent les employés et, d'autre part, soutiennent les entreprises qui se retrouvent, pour beaucoup d'entre elles, face à une menace de déconstruction de l'emploi. Il nous semble impératif de transformer le paradigme sur le capital social et d'établir un climat qui permet des consultations nationales saines et pragmatiques entre les divers partenaires sociaux pour un développement inclusif et la durabilité des entreprises. Le travail prend aujourd'hui une forme différente, de nouveaux éléments tels que la mobilité ou la restriction de mobilité. La digitalisation aussi ont une incidence transformationnelle sur la relation du travail, sur le temps du travail, le prix du travail et la résilience aux crises potentielles futures. Nous sommes par ailleurs face à une certaine dynamique sociale percutante à l'île Maurice
tels que le vieillissement de notre population, un taux de fertilité décroissant, sans compter un taux de chômage supérieur à celui de l'année dernière, la perte de l'emploi récente ayant affecté les femmes et les individus entre 16 et 24 ans principalement. Il est évident que ces dynamiques ne sont pas sans conséquence sur les divers enjeux du monde des affaires, la croissance, l'adaptabilité, entre autres. Ma première question est donc, Gaël Giraud, dans un esprit de promouvoir le bien commun, quels seraient les incontournables, les meilleures pratiques et les écueils à éviter afin de promouvoir et même d'assurer un dialogue constructif visant à instaurer une cohésion sociale avec une certaine assurance quant à l'efficacité et la robustesse de notre écosystème de protection sociale, tout en sachant que le dialogue social doit aujourd'hui avoir lieu dans une situation de crise sans précédent. Oui, merci de poser la question. C'est une énorme question que vous posez. J'aurais tendance à dire qu'il y a différents niveaux de réponse, à mon avis, qui méritent d'être explorés. Le premier, certainement, à mon avis, c'est la redéfinition, et ça vaut pour l'île Maurice comme ça vaut également pour l'Europe, puisqu'au fond, ça va peut-être vous étonner, mais je pense que le parti du diagnostic que vous venez de faire vaut également pour l'Europe, en vérité. Un premier niveau de réponse, à mon avis, viendrait, à mon sens, d'une redéfinition d'un projet de société qui doit être la nôtre aujourd'hui dans les années et les décennies qui viennent, en faveur d'un projet de société résilient, durable et inclusif comme vous venez de le faire. Et ça passe par, à mon sens, ce qu'on a appelé par facilité la transition écologique, ce qu'on pourrait appeler la reconstruction écologique, c'est-à-dire la redéfinition de l'ensemble en fait de tous nos projets sur une île comme Maurice, mais aussi sur un continent comme l'Europe, de telle sorte qu'ils soient compatibles avec le défi écologique. Or ça, c'est extraordinairement créateur d'emplois. Et donc c'est en ce sens-là qu'il y a, à mon sens, un deal win-win, pour parler avec le jargon actuel, à mettre en œuvre au niveau de la collectivité, entre l'État d'un côté qui peut impulser et prendre, en fait, être le capital risqueur qui prend la première perte en cas de risque pour le financement des infrastructures vertes, le secteur privé qui monte dans le train dès que les infrastructures sont lancées grâce à l'impulsion de l'État, et la société civile qui sait très bien que c'est pour elle une extraordinaire opportunité de création d'emplois, puisqu'au fond, la qualité du dialogue social que vous pouvez avoir, elle dépend quand même extraordinairement du niveau, disons, de tension qu'il y a sur le marché du travail. Alors, moi, je n'ai pas travaillé directement, ou pas encore en tout cas, sur l'économie mauricienne. Ce que je peux vous dire sur l'économie française, par exemple, sur laquelle j'ai regardé ça de près, c'est qu'un projet comme la rénovation thermique des bâtiments en France créerait au minimum 15 emplois par million d'euros investis. Et donc, si on fait des calculs de comptable élémentaires, sachant que je sais que la réalité est plus complexe que ça quand même, mais ça fait plus d'un million d'emplois créés en quelques années, si on se décidait enfin à financer un grand projet de rénovation thermique des bâtiments en France. À la fois pour permettre de chauffer plus facilement quand il fait froid et de refroidir plus facilement quand il fait chaud. Voyez. Et donc, ça, c'est un exemple très très simple. Les autorités publiques françaises le connaissent depuis longtemps et malheureusement ne le mettent pas en œuvre, alors que ça créerait au moins autant d'emplois que le nombre d'emplois que nous avons perdus à l'issue du confinement cette année, à savoir en gros 1 million d'emplois. Donc il faudrait, à mon avis, ce serait ça, à mon avis, un projet, disons, inclusif et durable pour l'île Maurice, réfléchir à la mise en œuvre d'un grand plan national de construction, de reconstruction ou de transition écologique vers des énergies renouvelables et vers une adaptation de l'île à l'impact du dérèglement climatique, dont j'ai essayé de montrer dans ma première allocution qu'il va être massif. Et certainement, vous êtes bien informé de ces dangers-là. Et donc ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est extraordinairement créateur d'emplois, pour la raison simple suivante, qui est que nous avons fait la révolution thermo-industrielle essentiellement sur le charbon, le pétrole et le gaz, et notamment sur le pétrole, qui est l'énergie la plus productive que nous ayons jamais connue, que l'humanité n'ait jamais connue, si j'accepte le nucléaire, mais vous ne pouvez pas faire de la mobilité avec du nucléaire, ou en tout cas très difficilement. La mobilité des humains aujourd'hui, c'est essentiellement du pétrole. Si vous substituez quoi que ce soit au pétrole, vous avez besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre pour accompagner l'usage de l'énergie. Autrement dit, une société qui ne serait plus basée sur les hydrocarbures fossiles sera une société beaucoup plus intensive en travail que la société actuelle. Et par ailleurs, c'est une société dans laquelle on a besoin de capital. Pourquoi ? Parce que, ça ne vous a sûrement pas échappé, les infrastructures liées aux énergies renouvelables ont des capex beaucoup plus élevés que les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. Pour vous donner quelques exemples, si vous regardez le charbon, le pétrole et le gaz, en gros, la part du capex dans le coût du kilowattheure, c'est quelque chose qui est compris entre 15 et 20%. Si vous regardez les énergies renouvelables de type éolien ou solaire, la part du capex est supérieure à 40%.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une société construite sur le renouvelable, c'est une société dans laquelle on va avoir besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre et aussi on va avoir besoin de capital. Donc, ce n'est pas le retour à l'âge préhistorique et à Robinson Crusoe, contrairement à ce que, disons, l'imaginaire qui habite un certain nombre d'esprits qui sont hostiles à la transition énergétique. À mon avis, c'est une vraie solution win-win pour tout le monde, à condition que tout le monde accepte de se mettre autour de la table et de discuter de la mise en œuvre très concrète, parce que vous avez quand même plein de manières de mettre en œuvre cette transition. À mon avis, vous avez deux grands schémas aujourd'hui qui s'opposent. Vous en avez un qui dit il faut qu'on ait de la production énergétique décentralisée et des solutions décentralisées. Et certainement, disons, l'imaginaire des communs va dans cette direction-là. Puis vous en avez un autre qui dit non, 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 en fait, il faut, comme la part du CAPEX est très importante, on a besoin de beaucoup de capital, il faut au contraire des solutions centralisées pour bénéficier des économies d'échelle. Moi, ma réponse est de dire il faut certainement une combinaison des deux. Donc vous savez par exemple que l'Allemagne essaie d'avancer à marche forcée vers la première option, mais elle fait des bêtises, ça lui arrive de se tromper. Un certain nombre d'autres pays sont en train de réfléchir à des options plutôt du second type, la Chine c'est très clair, et chaque pays à mon avis doit inventer sa solution sui generis, vous voyez. Donc ça dépend évidemment d'une espèce de grand dialogue à mon avis collectif que vous pourriez avoir à Maurice, mais je dis pas ça au sens où j'aurais quelques leçons à donner à des Maurice, hein. On doit avoir ce même dialogue en France, et malheureusement, comme vous le savez sûrement, nous ne l'avons pas pour l'instant, mais je crois que ce que nous devrions faire, c'est avoir ce dialogue avec toutes les parties prenantes, en traitant la question justement de l'écologie, de l'énergie, de la santé, du dérèglement climatique, comme un commun qui nécessite ce type de discussion et de compromis. Et à mon avis, il faut que chacune des parties prenantes arrive à prendre conscience du fait que la transition écologique, c'est un plan win-win pour tout le monde. Voilà. Peut-être que c'est un peu abstrait comme réponse, mais vous voyez, c'est une réponse plutôt politique. Après, on peut rentrer dans le détail. Je suis assez convaincu pour ma part que si on veut sortir du débat flexi-sécurité à la danoise, il y a aussi une question de gouvernance des entreprises. Comment est-ce qu'on aide à mettre en œuvre plus de participation de la part des salariés dans les entreprises? Moi, je suis assez admiratif de ce qu'on appelle la Mitbestimmung, c'est-à-dire la codétermination à l'allemande, que nous n'arrivons pas à faire en France. Ça, c'est un vrai enjeu. Et si on veut qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises au niveau des entreprises et qui soient partagées par les employés, il faut faire monter, à mon avis, les employés, les salariés ou les représentants des salariés dans les conseils d'administration. Beaucoup plus que nous n'avons l'habitude de le faire pour l'instant. Et là, à mon avis, ça fait partie du dialogue social qu'on doit être capable d'inventer, vous voyez. Après, je peux rentrer bien davantage dans le détail, mais à mon avis, la big picture, c'est celle-là. Merci, Monsieur Giraud. Maintenant, je me tourne vers Philippe. Philippe Espitalier-Noël, président de la Commission Développement durable et inclusif. Philippe est le CEO du groupe Rogers. À toi la parole. Oui, bonjour, oui, Monsieur Giraud. Je voudrais, tout comme tout à l'heure, faire un petit constat de où est-ce que se situe l'île Maurice par rapport au développement durable et inclusif, avant de vous poser deux questions. Et si nous avons le temps, retourner sur une question par rapport à l'économie circulaire, topic intéressant du moment. Maurice, pour sa part, est aujourd'hui responsable uniquement de 0,01% des émissions à gaz à effet de serre au niveau mondial. Cela dit, forcément, nous comprenons que nous devons nous inscrire dans une neutralité carbone et que c'est très important pour la résilience et le développement économique. Nous subissons de plein fouet l'activité économique au niveau international. Pour un petit État insulaire, nous nous retrouvons aujourd'hui extrêmement vulnérables. 7e au rang sur la liste des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles. 13e au rang des pays les plus vulnérables aux effets négatifs du changement climatique selon le World Risk Report. Les risques forcément sont liés à la montée du niveau de l'océan pour nous, la force des cyclones, la fréquence plus réelle de ces cyclones, d'autres phénomènes comme les fortes températures, les inondations, le blanchissement du corail, la vulnérabilité de nos récifs et de nos lagons, et tout ce que ça peut avoir comme impact sur nos côtes, ressources rares pour l'île Maurice. Tous les Mauriciens sont bien évidemment concernés, et l'ensemble des moteurs économiques, que ce soit le secteur touristique, l'agriculture, la manufacture, la finance et bien d'autres. Vous avez fait un constat alarmant, comme bien d'autres, et qui, je crois, sont maintenant connus de nous tous.
Cependant, nous constatons que les solutions tardent à se mettre en place. Alors, mes deux questions, d'après votre expérience, quels sont les obstacles à la décarbonation pour une petite île comme l'île Maurice? La deuxième, comment valoriser notre capital naturel et inscrire la résilience au changement climatique directement de notre planification économique? Merci. Oui, merci. Ce sont deux questions évidemment cruciales. Vous savez, moi j'aurais une première réaction qui est de dire, franchement, la contribution de l'île Maurice aux émissions de gaz à effet de serre est tellement faible que c'est vraiment pas le sujet au niveau mondial. Mais je suis admiratif de la responsabilité qui est la vôtre et qui vous tient à cœur. Et donc, je crois que c'est utile d'entrer dans cette discussion. Mais vous voyez, c'est une discussion qu'il faudrait avoir avec Xi Jinping et avec Donald Trump avant de l'avoir avec vous, à mon sens. Mais voilà. Sur cette question, qu'est-ce qui bloque du côté de la décarbonation, disons à la fois de l'île Maurice et de la totalité des économies de la planète, puisque, soyons honnêtes, personne aujourd'hui n'a véritablement engagé de décarbonation de son économie, en dépit de toutes les promesses qui ont été faites, notamment à l'accord de Paris en 2015. Mon expérience est la suivante, c'est que lorsque je discute avec des hauts fonctionnaires, et là, ce ne sont pas des hauts fonctionnaires de Maurice, parce que je ne discute pas encore avec les hauts fonctionnaires de Maurice, même si je serais très très heureux de le faire, mais par exemple des hauts fonctionnaires français, ou disons européens ou américains, la plupart d'entre eux ne croient pas que l'État puisse agir de manière efficace. Disons, il y a une démission de l'imaginaire d'un État stratège dans la tête d'une partie de nos hauts fonctionnaires, à mon avis, qui est extrêmement préjudiciable, parce que dans le grand projet de société que je vous ai décrit il y a un instant, qui est, disons, la transition écologique pour un pays comme l'île Maurice, il y a évidemment un investissement fort, à mon avis, de la part de l'État. Et donc, si nos hauts fonctionnaires n'y croient pas, ça sera difficile à mettre en œuvre. Donc, à mon avis, il y a une conversion de l'imaginaire et, disons, il faut se réconcilier avec, à mon sens, l'idée d'un État stratège qui porte l'intérêt de long terme. Mais mon expérience, c'est que dans les pays des Sud, où j'ai travaillé comme chef économiste de l'AFD, on est beaucoup plus enclin à se réconcilier avec cette image-là que dans les pays du Nord. Premier élément. Deuxième élément, quand je discute avec des capitaines d'industrie, mon impression générale est que la plupart, comme avec vous en ce moment, sont très conscients de la nécessité de transiter vers une économie bas carbone et savent aussi que c'est une opportunité de business extraordinaire. Donc, c'est pas de ce côté-là que ça bloque. Là où ça bloque, c'est que certains d'entre eux me disent, mon cher Gaël, moi j'aimerais bien faire des investissements verts dans mon entreprise, mais j'ai un diktat de rendement sur action de 10 ou 15% par an. Et si je me mets à faire d'investissements verts, je ne pourrai pas produire les 15% par an. Et donc, on va juste me virer, comme ça a été le cas, par exemple, vous avez suivi ça à Engie en France avec Isabelle Cocher, la PDG d'Engie, qui a été simplement renvoyée par son actionnariat, tout simplement parce qu'elle ne crachait pas suffisamment de dividendes pour ses actionnaires. Et donc, les PDG sont soumis à une pression actionnariale extrêmement forte aujourd'hui, de sorte qu'à mon avis, une partie de notre industrie est pieds et poings liés face à des actionnaires qui sont eux-mêmes la proie, prise en otage par qui? Par des fonds communs de placement qui montent au capital d'un certain nombre d'entreprises cotées et qui, du jour au lendemain, exigent des rendements sur action exorbitants qui n'ont aucune connexion avec la réalité du business de l'entreprise et avec la réalité économique du pays où opèrent ces entreprises. Comment est-ce que vous voulez exiger d'une entreprise qu'elle crache de 10% par an dans une économie qui n'a plus de croissance? C'est juste impossible. Et donc, comme vous le savez comme moi, un certain nombre d'entreprises se retrouvent contraintes de renoncer aux investissements verts qui vont faire leur prospérité de demain. Donc, elles sacrifient leur business model. Et par ailleurs, un certain nombre d'entre elles empruntent de la main droite ce qu'elles resservent à leurs actionnaires de la main gauche, ce qui est un non-sens économique. Vous voyez ? Et donc, à mon avis, un premier enjeu absolument majeur, c'est de délivrer nos entreprises du diktat de rendement sur action exorbitant et déraisonnable que leur impose un certain nombre de fonds communs de placement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Par exemple, vous exigez par la loi, et c'est là qu'il faut un dialogue avec les autorités publiques, que les fonds communs de placement ne puissent pas représenter plus de X% de l'actionnariat d'une entreprise cotée. Vous voyez, ça, c'est une manière de faire. À mon avis, libérer l'entreprise de sa financiarisation ou du risque de sa financiarisation qui lui fera perdre son âme tôt ou tard. Premièrement. Deuxièmement, l'autre lieu de blocage majeur, à mon avis, ce sont les banques. Donc, je n'ai rien à titre personnel contre les banques. Au contraire, j'ai travaillé pour elles avant de devenir jésuite. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup de grands groupes bancaires ont financé la transition énergétique de la révolution thermo-industrielle, ont financé la consommation de masse après 1945, qui est essentiellement basée sur le pétrole, et comme conséquence, ont dans leur bilan le miroir de ces financements. Et les banquiers actuels ont hérité de ceci. Donc, ce n'est pas eux qui ont fait les financements des années 60 ou des années 70, mais c'était des financements de 30 ans, 40 ans, 50 ans, dont ils ont encore les créances dans leur bilan.
Et donc, ils ont des bilans qui sont étroitement dépendants des hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole, gaz. Et un certain nombre d'entre eux savent très bien que si demain matin on était sérieux au niveau de la transition énergétique, et si la communauté internationale décidait que c'en est fini avec le charbon, donc non seulement l'Afrique du Sud serait en très très mauvaise posture, mais toute une série de banques seraient directement en faillite. Donc c'est ce qui a été reconnu de manière relativement euphémisée par Mark Carney, qui était le grand gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre dans son discours à la Lloyd en septembre 2015, où Carney finalement a dit il y a 3 grands risques aujourd'hui qui affectent la stabilité financière de notre planète. Vous avez le risque de destruction du capital par le dérèglement climatique. Donc ça, je vais y revenir dans un instant. Puis vous avez ce qu'il a appelé le risque de transition, c'est-à-dire précisément le fait que si on va très vite dans la transition énergétique, un certain nombre d'institutions financières, de banques en particulier, mais aussi de fonds communs de placement, seront directement en faillite parce que si vous déclarez par exemple demain matin que le charbon est un actif échoué, un stranded asset, alors le prix de marché du charbon va tomber à zéro, mais ça va creuser des trous noirs dans les bilans des banques. Et donc, d'une certaine manière, un certain nombre d'acteurs bancaires et financiers sont contraints, qu'ils le veuillent ou non, de faire du greenwashing, de prétendre qu'ils se sont convertis à la transition écologique, alors qu'en fait, ils ne peuvent pas, parce que leur business model est juste incompatible avec la prise au sérieux de la transition énergétique. Donc là, à mon avis, il y a une réflexion politique collective à avoir avec les banquiers. Il ne s'agit pas de les clouer au pilori, mais de se dire collectivement, nous sommes tous responsables de l'héritage de ces actifs hydrocarbures fossiles dans les bilans de nos banques. Comment est-ce qu'on aide nos banques à se débarrasser de ces métastases cancéreuses qui les empêchent d'accepter de financer la transition énergétique et écologique, vous voyez ? Et donc, ce n'est pas un procès que je fais aux amis banquiers, c'est une interpellation que j'adresse à l'ensemble de notre société pour que collectivement, nous soyons responsables de ce qu'il y a aujourd'hui dans les bilans de nos banques et qui empêche le secteur bancaire de jouer son rôle. Parce que vous comprenez bien qu'il n'y a pas de transition écologique sans un secteur bancaire qui la finance. Et on a besoin de nos banques pour faire de la création monétaire de manière à financer au bon endroit les investissements verts dont le secteur privé a besoin. Voilà. Donc moi je dirais c'est ça les blocages majeurs qui fait que ça fait des années maintenant que tout le monde parle de la transition écologique, alors que dans la réalité des faits, elle avance très très lentement. Après, vous m'avez posé une deuxième question qui est comment est-ce qu'on valorise le capital naturel extraordinaire de l'île Maurice et comment est-ce qu'on essaie de le protéger. À mon avis, ça renvoie à 2 grands sujets qui sont des sujets malheureusement techniques et de long terme, qui sont la révision de la comptabilité, de manière qu'à la fois dans nos entreprises et dans la comptabilité nationale, on tienne compte du capital naturel. Aujourd'hui, ça n'est pas fait. Et vous savez très bien que si une entreprise détruit la barrière des corails du côté de l'Australie, mais ça vaut évidemment aussi pour Maurice, ça ne se voit pas dans ses comptes. Et donc, la dette écologique qu'elle est en train de contracter vis-à-vis du monde entier, en fait, ne se reflète pas dans ses comptes. Et en vérité, si d'une manière ou d'une autre, on a arrivé à quantifier cette dette écologique, peut-être qu'en réalité, cette entreprise, en vérité, sera en faillite, mais ça ne se voit pas. Alors, sur cette question gigantesque, j'ai été très agréablement surpris de discuter il n'y a pas très longtemps avec le COMEX d'une grande société de conseil, dont je ne vais pas donner le nom, mais une des 4 Big Four, et de constater qu'en fait, ils étaient entièrement d'accord avec moi. Donc, ça suppose, premièrement, de revenir sur les normes comptables internationales, où vous voyez que ce n'est pas une mince affaire, de revenir sur ce qu'on appelle la fair value, qui est une bêtise comptable, qui consiste à faire rentrer les bulles spéculatives des marchés financiers dans la comptabilité de l'entreprise, puisque vous valorisez les actifs d'une entreprise cotée à leur valeur de marché, alors que cette valeur de marché, elle est dépendante, disons, de mouvements erratiques, plus ou moins irrationnels qu'il y a sur les marchés financiers. Et une fois que vous avez fait tout ce travail de reconstruction de la comptabilité de l'entreprise, d'introduire dans la compta la question, disons, de la valorisation des actifs verts et aussi donc de la dette écologique. Alors, sur ce dernier aspect, il y a 2 grandes options qui circulent actuellement. Il y en a une qui a été mise au point par la Banque mondiale dès la fin des années 90. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais de mon point de vue, elle n'est pas satisfaisante. Il y en a une autre que je connais, mais il y en a certainement d'autres encore que je ne connais pas, qui est actuellement construite par Xavier Rambaud et Jacques Richard, qui sont 2 comptables de Dauphine à Paris, qui vont, à mon avis, beaucoup plus loin, et c'est beaucoup plus intéressant que ce que fait la Banque mondiale, mais qui n'ont pas non plus atterri. Donc, à mon avis, il y a un chantier aujourd'hui, à la fois intellectuel et technique, qui est de reconstruire la comptabilité de l'entreprise de manière qu'on puisse internaliser dans la compta la question c'est l'enjeu que vous soulignez, c'est-à-dire du capital naturel et de sa dégradation. Et comme vous le savez, le PIB au niveau national, ça n'est rien d'autre que la somme des valeurs ajoutées des entreprises. Et donc, si vous modifiez le calcul de la comptabilité de l'entreprise, vous modifiez également le calcul de la valeur ajoutée d'une entreprise, et donc vous devez modifier le calcul du PIB et donc de la comptabilité nationale.
Et c'est pour ça aussi que c'est un énorme chantier. À mon avis, on peut difficilement faire l'un sans entrer dans un vrai débat sur la manière dont on réécrit la comptabilité nationale, de sorte que le capital naturel d'un État soit lui aussi valorisé dans le calcul des grands agrégats monétaires de l'État. Alors évidemment, quand je dis ça, j'ai conscience du fait que tout le monde se dit, certainement vous aussi, ça c'est un chantier qui va durer 40 années, donc c'est juste pas possible, donc il faut trouver autre chose. Et j'en suis conscient, et donc c'est pour ça que c'est peut-être pas la priorité, mais si on veut être sérieux sur cette question, je vois pas comment on peut faire autrement que d'engager au moins la réflexion sur ce chantier, sachant bien, et vous le savez comme moi, que ce que nous n'arrivons pas à compter ne compte pas pour nous, malheureusement. C'est-à-dire nous sommes entrés dans une société, ou en tout cas dans les civilisations de la gouvernance par les nombres, et si nous n'avons pas des nombres pour quantifier les dégradations écologiques, le coût de la réparation et la valeur du capital naturel que nous voulons protéger, nous aurons beaucoup de mal à en tenir compte de manière sérieuse. Merci, je demande à Gilbert pour ça. Merci, Vidya. Vidya me taquinait pendant votre réponse précédente, puisque je suis administrateur d'une banque, enfin d'un groupe bancaire. Mais fort heureusement, Maurice, et je dois dire qu'on n'a pas connu une financiarisation excessive de notre économie. Mais de par votre expérience, comment est-ce que l'architecture devrait évoluer afin que la finance continue à être au service de l'économie réelle? Oui, merci. Oui, je sais bien que heureusement, Maurice, pour l'instant, est relativement épargné par la financiarisation qui nous affecte beaucoup en Occident, et c'est une très bonne chose, à mon avis, pour l'île Maurice. Je dirais que, disons, du côté de la réforme du système financier, il y a énormément à faire, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même deux mesures cruciales qui sont la mère des batailles. La première, c'est ce qu'on appelle la séparation bancaire, c'est-à-dire de retrouver le modèle traditionnel bancaire, qui est celui de la banque de retail, qui fait à la fois du prêt et des dépôts auprès des épargnants et des entreprises. Ça, c'est le métier traditionnel de la banque qui travaille, qui est au service de l'économie réelle et qui est la seule qui peut être vraiment au service, à mon avis, de la transition écologique. Et puis, comme vous le savez, à partir du milieu des années 90, en Europe et aux États-Unis, mais surtout en Europe, en fait, on a eu la très mauvaise idée, à mon sens, de mixer ce métier traditionnel-là avec le métier nouveau de banque de marché, qui florissait à l'époque dans les années 90. Et peut-être vous le savez, mais j'en sais quelque chose puisque j'ai travaillé moi-même comme quant, donc comme ingénieur quantitatif auprès de traders à New York pour faire les maths dont ces traders avaient besoin sur les marchés financiers. Mais à mon avis, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que le métier de banque de marché est un métier extrêmement dangereux, surtout si vous êtes convaincu qu'il vous faut produire du 10% par an. Et lié à la volatilité des marchés financiers, c'est un métier qui, tôt ou tard, avec une régularité d'ailleurs assez effrayante, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, est exposé à un crack financier qui va faire perdre des milliards à la dite banque de marché. Alors, les grands groupes hybrides que nous avons construits en Europe, et qu'à mon avis, il faut surtout résister, qu'il ne faut surtout pas faire à Maurice, sont des groupes dans lesquels la banque de marché gagne énormément d'argent pendant quelques années, puis en perd énormément à la faveur du prochain crack, et se refait une santé sur le dos de la banque de retail classique, traditionnelle, qui, elle, du coup, est paralysée et n'arrive plus à prêter à l'économie réelle. C'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, on a un sous-investissement dans le secteur privé en Europe, parce que le secteur retail des banques traditionnelles n'arrive plus à prêter à l'économie réelle. Et donc, à mon avis, la première mère des batailles, c'est la séparation bancaire. Vous savez sûrement qu'il y a eu beaucoup de discussions assez houleuses, d'ailleurs, en 2013-2014, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, sur cette question. Il y a eu une fausse loi de séparation bancaire qui a été passée en France, qui ne sépare pas. Même chose en Allemagne, même chose aux Pays-Bas. Et à mon avis, il faut revoir ce sujet-là et consentir à séparer nos banques, premièrement. Et deuxièmement, j'aurais tendance à dire qu'il y a un deuxième sujet majeur du côté du secteur bancaire, qui est la titrisation. La titrisation est une extraordinaire invention des années 80 qui a commencé à se développer dans les années 90, mais vous savez comme moi que c'est elle qui est largement responsable de la grande crise de 2008. Vous savez comme moi aussi qu'après 2008, le marché de la titrisation était relativement mort. En fait, plus personne, heureusement, n'osait faire la titrisation. Et puis, malheureusement, il a ressuscité. Et un certain nombre d'amis banquiers recommencent à faire la titrisation. Or, la difficulté de la titrisation, c'est qu'elle est, disons, un pouce au crime extraordinaire. Donc je ne dis pas que c'est comme n'importe quel instrument. Si vous voulez un couteau, ça vous sert à la fois à couper votre viande, mais ça peut aussi servir à tuer votre belle-mère. La titrisation, c'est pareil, c'est un couteau. Mais c'est un couteau tellement efficace que la tentation de tuer ma belle-mère devient très très forte si je dispose d'un tel couteau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si une banque est capable aujourd'hui d'accorder à peu près n'importe quel prêt,
de le titriser et l'instant d'après de le revendre sur les marchés internationaux sous la forme d'un package de type CDO, CDO carré, peu importe, la tentation est extrêmement forte de ne plus regarder du tout à la solvabilité de mon client et de mon partenaire à qui je fais un prêt, mais simplement de regarder combien ça va me rapporter à très court terme si j'arrive à revendre la créance dont je dispose sur mon client sous la forme d'un actif titrisé. Et, disons, la capacité de résistance d'une partie de nos amis banquiers à cette tentation-là, que j'appelle tuer ma belle-mère, malheureusement, s'effrite au cours des années et c'est tout à fait normal. Donc, à mon avis, il y a un sujet de régulation de la titrisation qui pourrait consister à dire, par exemple, et ça, c'est la puissance publique qui doit le faire, le régulateur bancaire, qui pourrait dire, par exemple, vous n'avez pas le droit de titriser plus de X% de vos créances. Et après, on discute sur les X. Mais ça, c'est une discussion d'épicier. Voyez, mais le principe, c'est de mettre un cran d'arrêt de manière qu'on n'ait pas, d'une certaine manière, une déresponsabilisation de nos banques. Vous le savez qu'en Europe, un certain nombre de banques ont fait quand même des financements qui n'avaient absolument ni queue ni tête. On a financé des villages fantômes en Andalousie, où personne n'habite. On a financé des millions de mètres carrés de bureaux à Dublin, en Irlande, où personne ne va travailler, etc., etc. Donc moi, j'aurais tendance à dire, au niveau mondial, c'est quand même ça, les deux mers des batailles. Réguler la titrisation et séparer autant que possible. Alors, on peut entrer dans le détail, la séparation, qu'est-ce que ça veut dire? Le ring fencing, etc. Je ne vais pas rentrer dans cette technique-là, mais en tout cas, autonomiser et rendre plus étanche la frontière entre le métier traditionnel de banquier, dont on a absolument besoin, et le métier de la banque de marché. Merci. Je te donne la parole, Madhvi. Merci. Gaël Giraud, vous avez mentionné tout à l'heure la mise en place d'un plan national et l'inclusivité. Chose qui est nécessaire pour notre pays et chose qui doit se faire assez rapidement, bien sûr, dans le respect de la démocratie et des droits humains. Et en passant soit dit, je pense que nous bénéficierons hautement de vos échanges éventuels avec nos autorités, surtout si nous pensons à certains couteaux à double tranchant. Ceci dit, dans un nouveau commun, comment conjuguer réforme du monde du travail, telles que cadre légal, digitalisation, flexibilité opérationnelle et la nécessité d'une formation rapide et agile avec notre objectif d'inclusion sociale? Oui, je sens que vous avez envie de revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure et peut-être à laquelle vous trouvez que je n'ai pas assez répondu. En fait, pour vous répondre d'une façon vraiment précise, il faudrait que je connaisse beaucoup mieux et le marché du travail et la manière dont les entreprises mauriciennes fonctionnent. Vous voyez, je suis obligé de vous donner une réponse assez abstraite à cette question. Parce que pour être très honnête avec vous, je n'ai jamais travaillé à Maurice. Donc, vous voyez, je veux dire, la réponse que je vais vous donner est forcément une réponse lointaine et donc inadaptée à la réalité effective de l'île mauricienne. Mais je serais très heureux de pouvoir avoir l'occasion de travailler avec vous sur ces questions. Hein. Je pense que c'est des questions fondamentales. Je reste persuadé, c'est un peu la réponse que je vous avais faite tout à l'heure, que la question de la codétermination dans les conseils d'administration est un enjeu central. Pourquoi? Parce que vous avez deux lieux de détermination des inégalités et donc du manque d'inclusivité dans une société. Le premier, c'est le lieu de la détermination du salaire. Et déjà là, vous le savez certainement, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe à Maurice, malheureusement, mais dans les économies que je connais, déjà là, il y a une explosion des inégalités qui est très très forte. Les inégalités aujourd'hui, dans les pays occidentaux en tout cas, sont non seulement des inégalités, disons, entre le capital et le travail, mais aussi à l'intérieur du monde du travail, des inégalités entre, disons, le haut du pavé d'un marché du travail extrêmement protégé, par exemple, de la concurrence avec les salariés chinois et indiens. Et donc ça, ce sont des cadres CSP+, d'un certain nombre de nos grands groupes qui en fait sont pas du tout en concurrence avec les ouvriers chinois et dont les salaires ont continué d'augmenter disons, à la mesure de la productivité du travail. Et puis vous avez un deuxième segment du marché du travail qui lui est en concurrence directe sur un marché mondialisé du travail avec des ouvriers notamment chinois, alors maintenant d'Asie du Sud-Est, hein, qui, eux, ont traversé l'épreuve de l'exode rural et sont prêts à travailler avec beaucoup moins de protection que de ce côté-ci du bassin atlantique ou de l'océan Indien. Et donc, évidemment, ont des niveaux de salaire qui sont très, très inférieurs à ceux qu'on peut avoir dans les pays occidentaux. Et donc, cette mise en concurrence-là, qui a commencé à partir des années 90, a provoqué une déflation salariale qui fait que, comme vous le savez sûrement aujourd'hui, les salaires dans un certain nombre de ces pays, pour ce segment-là du marché du travail, n'ont pas augmenté aussi vite que la productivité du travail. Donc, vous avez un découplage aujourd'hui entre la productivité du travail d'un côté et le salaire réel, qui fait que le pouvoir d'achat d'un certain nombre de ces salariés a très peu augmenté, voire a baissé, alors que la productivité du travail a augmenté. Et ça, c'est l'une des deux sources majeures
de création des inégalités, c'est-à-dire c'est dans la fabrique sociale qu'est la négociation salariale. Et c'est pour ça qu'à mon avis, une réforme de la gouvernance de nos entreprises est un enjeu majeur sur cet aspect-là de la question. Il y a un deuxième aspect de la question qui est la redistribution. Mais vous voyez que ça, c'est du secondaire. C'est qu'une fois que vous avez créé ou non des inégalités dans la distribution primaire, vous pouvez faire de la redistribution via la fiscalité, qui est un sujet sur lequel un certain nombre de mes amis économistes aiment beaucoup travailler. Là-dessus, l'Institut Rousseau, que vous avez eu la gentillesse de mentionner tout à l'heure et dont je suis le président, va sortir dans les jours qui viennent une note que j'ai co-rédigée avec quelques amis de redéfinition de ce que c'est, de la manière dont on pourrait définir l'impôt, notamment l'impôt sur le revenu, mais ça vaut également pour l'impôt sur le patrimoine, ou l'impôt sur les successions, ou l'impôt sur les entreprises d'ailleurs, l'impôt sur les sociétés, en faisant la remarque suivante, qui est que dans notre débat public sur la fiscalité, en vérité, aucun d'entre nous n'est raisonnablement capable d'avoir une discussion autre qu'une discussion de comptoir de café sur l'impôt. Si je vous dis par exemple, alors je ne connais pas exactement la courbe d'imposition à Maurice, mais si je vais voir n'importe quel citoyen français, je lui dis, supposons qu'on fusionne la 3e et la 4e tranche, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? Dans le meilleur des cas, le citoyen à qui je vais parler saura à peu près s'il est situé, lui, dans une de ces deux tranches et quel impact ça va avoir sur son revenu après impôt. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. En tout état de cause, il sera incapable d'en déduire si ça augmente ou ça diminue les recettes de l'État français. Il sera incapable d'en déduire si ça augmente ou ça diminue les inégalités après impôt dans la société française. Et donc, en réalité, la discussion qu'il va avoir sur cette question sera une discussion de comptoir de café. Et ça vaut pour tout le monde. Et ça vaut pour moi également. Autrement dit, les seuls qui ont accès aux chiffres et qui, compte tenu de la complexité de l'impôt aujourd'hui, sont capables de répondre à des questions de ce type-là, c'est Bercy, c'est le ministère de l'économie et des finances. Et encore, il leur faut quelques jours pour donner une réponse détaillée, quantifiée et argumentée à une question du type « si on fusionnait la 3e et la 4e tranche, que se passerait-il » Vous voyez ? Et donc la proposition que je fais moi et qui va sortir donc dans une note de l'Institut Rousseau, c'est de dire et si nous faisions une véritable révolution fiscale, pas du tout ce qu'a proposé Piketty il y a quelques années, mais nous pouvons redéfinir une courbe d'imposition à partir simplement de 3 paramètres. Et c'est ça, à mon avis, l'intérêt de cette proposition. Donc je ne suis pas en train de prendre position sur est-ce qu'il faut plus de progressivité, moins de progressivité. La proposition que je fais est complètement agnostique par rapport à ceci. Simplement, je suis en train de dire, comme nous ne pouvons pas discuter de l'impôt, puisqu'en réalité, aucun d'entre nous ne dispose de l'information nécessaire compte tenu de la complexité du sujet, simplifions le sujet. Rendons la discussion sur l'impôt transparente. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est un enjeu d'inclusivité majeur, parce que si le citoyen se réapproprie le débat démocratique sur l'impôt, il se réapproprie aussi sa relation à la puissance publique, à l'État, à la souveraineté de son pays, à mon avis. Alors là-dessus, les 3 paramètres avec lesquels on peut redéfinir n'importe quelle courbe d'imposition sont le niveau de revenu à partir duquel on commence à payer des impôts, donc ça c'est le plancher. Le plafond à partir duquel le taux d'imposition n'augmente plus, donc ça c'est le plafond, deuxième paramètre. Et troisième paramètre, la contribution des classes moyennes. Hein, je pourrais vous rentrer dans le détail, mais je vous transmettrai la note de l'Institut Rousseau dès qu'elle sera publiée. Voilà. Et avec ces 3 paramètres, vous pouvez dupliquer complètement la courbe d'imposition française. Je suis certain qu'on pourrait dupliquer la courbe d'imposition mauricienne. Et si vous voulez, on fera l'exercice. Je suis prêt à le faire pour vous. Et vous pourriez discuter entre Mauriciens. Et si on augmentait le plafond, ou si on diminuait le plafond, et si on augmentait le plancher, et si on augmentait ou si on diminuait la contribution des classes moyennes. Et là, avec un petit simulateur qu'on est capable de construire sur Internet, vous pourriez savoir en quelques secondes, est-ce que ça va augmenter ou diminuer votre revenu après impôt? Est-ce que ça va augmenter ou diminuer les inégalités après impôt sur l'île Maurice? Est-ce que ça va augmenter ou diminuer les recettes fiscales de l'État? Vous voyez, ça permettrait d'avoir un vrai débat démocratique transparent entre citoyens sur un outil aussi fondamental pour la souveraineté et la cohésion sociale qu'est l'impôt. Voyez, mais à mon avis, le point sur lequel j'insiste, c'est que ça, c'est la redistribution secondaire. Et que c'est tout aussi important, à mon avis, d'agir sur la distribution primaire et donc sur la fabrique sociale à l'intérieur de l'entreprise. Merci. Nous avons 7 minutes avant de terminer. Donc, je te passe, Philippe. Ouais. Merci. Merci. Bon, je pense qu'on attend la note avec impatience, ça nous aidera à réfléchir par rapport au topic du moment. Pour revenir sur l'économie circulaire, dans un monde où règne le libre échange, l'économie circulaire tente de se faire sa place. Et très d'actualité avec la crise de la Covid-19, la relocalisation des outils de production, la sécurité alimentaire,
la production et la consommation locale et durable sont autant de sujets qui sont pertinents chez nous comme ailleurs. Et j'ai deux questions par rapport à ce contexte. Comment faire pour matérialiser le modèle de l'économie circulaire au niveau national et régional et océan Indien, alors que tout a été fait depuis plusieurs années pour enlever les barrières douanières? Donc on a un environnement de libre-échange total. Et la deuxième, dans de nombreux cas, y compris sur l'alimentation, le coût de la production locale est le plus souvent plus cher que l'alternative importée. Alors, dans ce contexte, quelle est la place de la taxe carbone? Quelle pourrait être la place de la taxe carbone afin de trouver des formules pour stimuler la production locale et régionale afin d'accroître notre autonomie alimentaire, réduire les frais d'approvisionnement, la logistique et la pollution qui vient avec? Oui, merci beaucoup. Ce sont encore deux questions énormes et fondamentales. Donc, je vais essayer de répondre rapidement dans le temps qui nous reste. Sur le premier aspect, j'aurai deux éléments de réponse. Le premier, c'est en tant qu'économiste, ce que je vais vous dire va vous paraître un peu iconoclaste, hein, mais j'ai eu des bonnes discussions, par exemple, avec Pascal Lamy, à l'époque où il était le patron de l'OMC là-dessus, à Genève. Je ne connais pas de justification analytique convaincante du libre-échange. Alors là, ce que je vous dis est énorme, hein, mais vous savez, on a l'habitude, nous les économistes, de justifier le libre-échange au nom de la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Donc, vous savez, ce grand économiste anglais du début du XIXe siècle, si deux pays ouvrent leurs frontières et échangent mutuellement, en fait, ce sera mutuellement bénéfique parce que chacun des deux se spécialisera dans le secteur dans lequel il a les avantages comparatifs les plus élevés. Sauf que Ricardo lui-même reconnaît dès son traité d'économie politique en 1817 que ceci est vrai à une condition, mais qui pour lui à l'époque est tellement évidente qu'il n'imagine pas une seconde qu'un jour ça se fera. Cette condition, c'est qu'il n'y ait pas mobilité du capital. Parce que si vous avez mobilité du capital et que deux pays ouvrent leurs frontières et que l'un des deux est supérieur à l'autre dans tous les domaines, ben c'est pas compliqué. Le capital de celui qui est moins productif va migrer directement du côté de celui qui est plus productif et c'est tout. Il n'y aura pas de spécialisation internationale entre les pays où chacun visera son avantage comparatif. C'est exactement ce qu'on observe au sein de la zone euro où, comme vous le savez, le capital grec a tout simplement fui la Grèce, et donc il n'y a pas d'investissement en Grèce, pour aller s'investir en Allemagne, par exemple, où il est beaucoup plus productif. Et donc aujourd'hui, dans les modèles classiques qu'on utilise et que j'enseigne, moi, à l'université, on sait tout ça, c'est-à-dire que s'il y a mobilité du capital, je n'ai plus aucune preuve du fait que la théorie des avantages comparatifs fonctionne. Du coup, à mon avis, une fois qu'on a accepté de réfléchir un tout petit peu honnêtement à ce sujet qui est assez tabou, je dois le reconnaître, hein, ça veut dire qu'on doit être capable de réfléchir raisonnablement entre nous, entre hommes et femmes de bonne volonté, sur la question de savoir s'il ne faut pas renouer avec une forme ou une autre de protectionnisme intelligent si nous voulons continuer d'avoir des industries prospères, voire relocaliser une partie de notre industrie, par exemple à l'île Maurice. Et par exemple, mettre en place une taxe carbone, vous voyez bien que c'est une opération de protectionnisme. Voilà. Alors, la raison pour laquelle, à mon avis, premièrement, donc je ne connais pas de justification analytique convaincante du libre-échange, puis deuxièmement, à mon avis, la grande phase de délocalisation, en particulier en Chine, est terminée, en vérité, de sorte que nous sommes aujourd'hui dans une conjoncture macroéconomique qui est beaucoup plus favorable qu'il y a une quinzaine d'années, à une relocalisation de nos entreprises sur le territoire national, par exemple à Maurice. Pourquoi? Parce que ce qui s'est mis en place dans les années 90, c'est un circuit macroéconomique dans lequel, pour simplifier évidemment, hein, la Chine et dans une moindre mesure l'Inde étaient devenues la grande fabrique de la planète, la grande usine de la planète. Elle accumulait des excédents commerciaux colossaux par rapport au reste du monde, hein, plusieurs milliers de milliards de dollars, hein, jusqu'à 3 000 milliards en 2007, et elle réinvestissait ces excédents commerciaux non pas dans son pays, donc les Chinois ne voyaient pas la couleur de cet argent, mais dans la sphère financière occidentale, essentiellement à la City et à Wall Street. Comment? Par exemple en rachetant de la dette publique américaine. Et puis à partir de 2008-2009, ayant vu la catastrophe du krach financier des subprimes, Pékin a décidé d'arrêter ce jeu de dupes, de ne plus réinvestir et de ne plus financer à crédit les Américains, mais de réinvestir dans son propre territoire domestique. Et donc, comme vous le savez, Pékin a laissé filer les salaires sur la côte est chinoise, Shanghai, Shenzhen, etc., pour constituer une classe moyenne capable d'absorber le surplus industriel chinois. Et aujourd'hui, la balance commerciale de la Chine avec l'Occident est nulle. Donc, il n'y a plus d'excédent commercial chinois avec l'Occident. La Chine commerce essentiellement aujourd'hui avec les Chinois
et le bassin du sud-est asiatique, qui est, comme vous le savez, son arrière-cour, sur lequel, en fait, elle a une domination politique, culturelle, économique majeure. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un certain nombre d'entreprises multinationales qui s'étaient délocalisées en Chine pour profiter des salaires très bas, qui aujourd'hui se délocalisent hors de Chine, en Asie du Sud-Est, au Laos, au Vietnam, au Cambodge, Thaïlande, etc. Et donc, la question qui est posée à la planète entière, c'est, puisque la Chine ne sera plus dans les décennies qui viennent l'usine du monde, est-ce que ça va être l'Asie du Sud-Est? Tout le monde répond c'est impossible, c'est beaucoup trop petit. Si vous regardez simplement en termes démographiques, c'est une zone trop petite. Et si vous avez compris, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, que l'Indonésie de toutes les manières est condamnée, ça ne va pas être l'Indonésie non plus. Donc il faut chercher ailleurs. Et donc la question qui est posée à beaucoup d'économistes aujourd'hui, c'est quid de l'Afrique et quid de la façade africaine de l'océan Indien? Avec évidemment, vous savez ça mieux que moi, des success stories au moins apparentes comme le Rwanda, le Kenya, l'Éthiopie, etc. Alors du coup, c'est là qu'intervient l'énorme question d'une industrialisation de l'Afrique et évidemment au passage, par exemple, de Madagascar, Maurice, etc. Alors là-dedans, il y a beaucoup de débats, donc j'ai pas le temps non plus d'entrer dans le détail de toutes ces discussions-là, mais disons, il y a à mon avis une première illusion à dissiper qui est les investissements pharaoniques de la Chine sur le continent sont-ils les prémices d'une industrialisation de l'Afrique? À titre personnel, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut être extrêmement méfiant vis-à-vis de la Chine et de la prise de pouvoir chinoise sur le continent, qui vise, à mon avis, essentiellement, à travers la géopolitique des routes de la soie, à piller le sous-sol africain, récupérer des ressources minières dont la Chine ne dispose pas sur son territoire et à s'aménager des voies commerciales de distribution de ses propres produits en Afrique. Et ça, c'est pas du tout l'industrialisation africaine. Alors, il y aurait, à mon avis, une réflexion que vous pouvez faire mieux que moi sur les relations qu'entretient évidemment l'île Maurice avec l'Inde et sur la manière dont l'Inde peut participer ou non à une industrialisation et une relocalisation des entreprises mauriciennes. Mais peut-être que la réponse est non, et ça, vous la possédez mieux que moi, sur cette question, de la même manière que je ne crois pas, à mon avis, pour ma part, à une industrialisation de l'Afrique grâce à la Chine. Vous voyez ? Et puis, il y a un deuxième aspect, et je vais m'arrêter là dans cet aspect de la réponse, qui est, une fois qu'on a dit tout ceci, pour qu'il y ait un plan d'industrialisation du continent, et donc aussi, par exemple, de Madagascar et de Maurice, qui soit successful dans les années qui viennent, il y a un enjeu éducatif majeur. Vous savez que l'éducation primaire en Afrique subsaharienne reste un échec majeur. La Banque mondiale a fini enfin par le reconnaître. C'est-à-dire qu'on a bien 80% d'une classe d'âge des enfants qui vont à l'école, mais 60% d'entre eux n'apprennent pas à lire et à écrire à l'école. Et donc, comment voulez-vous pouvoir envoyer à l'usine des jeunes Africains qui ne savent ni lire ni écrire? C'est un énorme enjeu. Malheureusement, une bonne partie d'entre eux sont une proie toute trouvée pour les groupes djihadistes du type Boko Haram qui sont en train de détruire la bande sahélienne et qui, une fois qu'ils auront détruit la bande sahélienne et qu'ils auront transformé le Sahel en un Afghanistan, vont malheureusement descendre du côté de l'Afrique noire. Ça me semble une évidence. Oui. Et donc, ce sont tous ces enjeux-là, à mon avis, qu'il faut avoir en tête. Vous voyez ? Donc, à la fois, vous voyez, de mon point de vue, la conjoncture macroéconomique est extrêmement favorable et d'un autre point de vue, ça ne veut pas dire pour autant que l'Afrique, qui est le seul continent à avoir une véritable poussée démographique dans les années qui viennent, vous connaissez les chiffres, plus 1 milliard d'Africains au moins en 2050, voire plus 1,5 milliard. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Afrique sera la prochaine usine du monde. Tout ceci n'est pas gagné. Alors après, sur le deuxième aspect de votre question, quid de la taxe carbone? Vous savez peut-être que j'ai fait partie de la commission Stern-Stiglitz, qui a rendu son rapport en 2017 à la Banque mondiale et au gouvernement français, et qui a conclu qu'il faut absolument mettre en place une taxe carbone. Donc, mon point de vue est sans nuance sur cette question. Je ne crois pas du tout à un marché mondial des droits à polluer, comme mon collègue et ami Jean Tirole. Je crois beaucoup, en revanche, à une taxe carbone intelligente, et même, mieux que ça, à une taxe kilométrique. Une taxe kilométrique, vous taxez un produit à l'importation en fonction du nombre de kilomètres qu'il a parcouru entre son lieu initial de production et son lieu de consommation finale. Là-dedans, évidemment, vous allez capturer notamment la quantité de carbone qu'il a émise parce qu'elle est étroitement dépendante de la distance parcourue. Mais vous allez faire plus que ça. Vous allez valoriser les circuits courts, la région, la sous-région, par rapport à des importations qui viendraient de très loin parce qu'elles ont traversé 3 fois la planète avant d'arriver chez vous. Oui. Donc moi, je crois beaucoup à ce type de mise en place fiscale. Alors après, pour nous faire peur un tout petit peu une seconde, et je vais m'arrêter là, les chiffres qui ont été avancés par la commission Stern-Stiglitz sont assez effrayants. C'est du $300 la tonne en 2030. Donc on en est très très loin. Et évidemment, si on mettait ça en place demain au niveau international, ça aurait un impact colossal sur un certain nombre d'économies, au premier rang desquelles, par exemple, votre voisine, l'Afrique du Sud. Mais je continue de penser que c'est un outil indispensable si on va avoir quelque chance
de ne pas s'envoler trop vite vers les plus 4, plus 5, plus 6 degrés d'augmentation de la température à la surface de la planète à la fin du siècle. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Gaël. Je crois que, vu les contraintes de temps, nous devons nous arrêter ici. Tout d'abord, je veux remercier M. Gaël Giraud pour sa disponibilité cet après-midi, les présidents des commissions pour leurs questions. Je sais que vous aviez beaucoup plus de questions à demander, et aussi à tout le monde ici. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de vous inviter à poser vos questions, mais il y a Michael Apaya qui est là. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à Michael qui va faire le lien avec monsieur Giraud. Donc, encore une fois, merci, M. Giraud, et nous nous souhaitons que c'est le début de ce dialogue qui va aboutir sur des partenariats, parce que je pense que c'est un sujet qui nous passionne tous. On a énormément de challenges à relever dans ce domaine, et on souhaite que nous puissions continuer à collaborer avec vous. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Merci.